j'ai l'impression des fois de vouloir faire poser des situations, des réalités, plus que des gens en fait. Salut, c'est Alyosha, bienvenue dans Vision. Lightroom, c'est un service cloud qui réunit tout ce dont vous avez besoin pour créer, retoucher, classer, stocker et même partager vos photos sur tous les appareils. Si vous avez envie de tester, on vous a mis un lien dans la description du podcast avec quelques jours pour faire un essai gratuit. Merci Adobe et bonne écoute. C'est une photo un peu sombre, vraiment centrée sur un personnage un peu loin, et en fait c'est un personnage déguisé en Joker, dans des couleurs très violettes, très flashy. Il est un peu seul, on dirait un petit sous-bois ou un parc, il fait sombre, on dirait qu'il fait froid, c'est un peu des couleurs froides. Il y a un petit premier plan où t'as comme un buisson, mais il est... un buisson un peu chauve, il n'y a pas de végétation dessus, il est cramé un peu par le flash. Et ce Joker, en fait, on dirait qu'il a un peu le pas lourd, il marche. Il a un gros sourire sur le visage, mais en fait, son sourire, c'est du maquillage. C'est rien d'autre que du maquillage. Si on regarde un peu mieux, en fait, il tire un peu la gueule, il a l'air fatigué. C'est une image que j'ai fait au carnaval de Binche, ou Binche, je sais pas comment on dit. En repartant du carnaval, c'était une commande que j'ai fait. En repartant du carnaval, en allant jusqu'à la voiture, il était un peu paumé. Je sais pas s'il rentrait chez lui, alors que le carnaval était toujours... c'était le feu. Moi, je rentrais juste plus tôt parce que j'étais crevé. Mais il y avait plein de jokers. Et ils étaient une troupe d'une trentaine de jokers dans la ville à boire et à danser. Et lui, je sais pas pourquoi, il était à 2 km du carnaval, tout seul. Rentrait sûrement chez lui, peut-être une dispute où il en avait marre, mais... je trouvais cette scène un peu intéressante, mais en fait, si t'as pas le contexte, t'as juste un déguisement, on dirait une photo un peu posée, mais c'est juste une photo de déprime, je trouve, et qui contraste un peu avec les couleurs joyeuses et le déguisement. Alors je suis Louis Canadas, photographe. Je fais de la photographie depuis une douzaine d'années, je dirais, depuis que je sais pas quand est-ce que ça a vraiment commencé, mais voilà, je viens du centre de la France, d'une petite ville, enfin d'une grande ville pour le centre de la France, mais d'une petite ville pour la France qui s'appelle Bourges, dans le Berry. Une enfance top. Joyeuse, classe moyenne, c'était cool. J'ai pas une bonne scolarité, j'ai pas des milliards de passions, mais je m'amuse bien, j'ai 2 grandes sœurs. Comme un frère avec 2 grandes sœurs, on se met sur la gueule ou on rigole, c'est plutôt cool. J'ai ma mère qui travaille à la Maison de la Culture, mais qui est pas très sensible à la culture en vrai. Mon père qui est dans l'informatique, qui s'éclate, et voilà, ça se passe bien. Je vais faire des études par la suite de... sciences de l'ingénieur, quelque chose comme ça, pas par passion, pas par vraiment choix, mais je sais pas trop ce que je veux faire comme un ado, et on me propose ça et je dis pourquoi pas, ce qui m'emmène à Vierzon, qui est pour moi la punition ultime, parce que quand tu viens de Bourges, Vierzon c'est encore en dessous et tu crois qu'il y a rien qui peut être en dessous, et en fait je me retrouve à Vierzon par une espèce de réforme scolaire où ils font une délocalisation de section, et vu que Vierzon est à moins de 40 bornes, en fait, je me retrouve d'office à Vierzon sans que j'ai vraiment choisi. Et je dois avoir 16 ans, et c'est à 16 ans je commençais aussi à être à côté en CDI. Je suis pizzaiolo, donc j'ai un peu d'argent vu que j'ai pas de loyer à payer. J'ai un CDI de pizzaiolo et je peux me payer un premier appareil photo. Surtout parce que je m'embête énormément à Vierzon, que j'y vais en train et que du coup je suis bloqué du train de 7h04 jusqu'au train de 18h15 ou un truc comme ça, avec des pauses, et je fais de la photo dans Vierzon, un peu d'archi, un peu de choses comme ça, j'essaye. Ce qui après, quand j'ai pas envie de continuer mes études de sciences de l'ingénieur, m'emmène à me dire vas-y, je vais à Paris et je vais essayer de faire de la photo.
Ensuite, je suis en coloc avec Jean-Roch, avec qui je vais créer Mouvement par la suite, qui lui est en stage chez Vox Pop, super magazine qui a disparu depuis, mais qui était fait par Samuel Kersenbaum, Mathieu Zazo, Jean-Vic Chaput, qui sont des gens qui m'ont énormément aidé par la suite. Et en fait, j'avais fait un seul travail photo qui était un voyage aux États-Unis. En fait, à 18 ans, je me fais payer par mes parents. Ah non, ça doit être à 20 ans, parce que 18 ans, on te paye un permis quand tu viens du Berry. Mais à 20 ans, ouais, je me fais payer un billet d'avion d'1 mois pour aller aux États-Unis. Et puis, en fait, je loue une voiture là-bas et je dors dedans et j'essaye de voir le milieu des États-Unis, un peu les suburbs, les trucs comme ça, les campagnes. Et je ramène des photos et j'en fais une petite édition. Et j'étais en coloc, du coup, avec Jean-Roch et en stage à Vox Pop, qui prend cette petite édition et qui va l'emmener à Vox Pop à une réunion de rédac, et sans trop que je le sache d'ailleurs, mais du coup ça me décroche un premier portfolio dans un magazine. J'avais jamais fait de magazine, je pensais pas qu'on puisse faire de magazine comme ça, et du coup ça me fait rencontrer surtout Mathieu Zazo, Samuel Kersenbaum, qui sont des photographes et qui m'expliquent un peu la photographie, comment c'est. Donc je fais ce portfolio je suis très fier, mais derrière, j'ai qu'une envie, c'est de faire la photographie, de la commande. Et donc, du coup, je leur demande, et c'est mes premières commandes, c'est Vox Pop. C'est là où je commence à faire un semblant de métier, on va dire, de photographe. Gamin, je suis ultra fan de Formule 1. Vraiment, c'est ma passion, quoi. Je me lève la nuit pour regarder la Formule 1, tout ça. Tous les dimanches, mon père, il a un rituel, il regarde la Formule 1. Enfin, il dort devant la Formule 1. C'est sa sieste de la semaine. Il met la Formule 1, il dort, et moi, je la regarde. Et je suis à fond dedans, donc j'achète des magazines. Il y a des posters de Formule 1 que je mets partout au mur. Mais mon grand-père, il était ingénieur dans l'armement, et j'ai l'impression qu'il est que des potes ingénieurs. Mais un jour, il me ramène une photo d'un de ses potes qui travaillait chez une société qui s'appelait Mecachrome, qui était en fait un préparateur de moteurs de compétition et qui travaillait avec Renault en Formule 1. Donc il me ramène une photo d'un moteur, magnifique, ça doit être une photo 50-60, il m'offre ça comme un poster en fait, mais c'est un peu plus qu'un poster, il n'y a pas de bord, il n'y a pas... C'est vraiment une photo simple d'un moteur, mais posée, quoi. C'est quasiment un portrait d'un moteur, et c'est un fond un peu bleu-gris, il y a un dégradé, il y a une direction de la lumière, le moteur est posé sur un socle, il y a un petit écriteau en dessous qui dit Mecachrome, Williams, Renault, 1997, quelque chose comme ça. Je crois que ça doit être vraiment un tirage chromogène, il y a marqué ACFA derrière, c'est une véritable photo, et ça, j'en ai un grand souvenir. C'est la première fois où je me dis, il y a des gens qui ont décidé de prendre une photo d'une certaine manière. Avant, j'avais des photos de Formule 1. Bon, c'est des voitures sur un circuit. Voilà, on se pose pas la question quand on est gamin. Est-ce que voilà, on regarde la voiture à travers la photo. Mais là, c'est la première fois que j'ai regardé la photo à travers la photo, et je me suis dit, d'accord, peut-être que j'aurais aimé être là, présent, et voir décider comment montrer le moteur, chose qui m'intéressait. Maintenant, la Formule 1 m'intéresse plus du tout, mais je suis pas sûr que ça a déclenché une vocation d'être photographe, mais en tout cas, ça m'a donné une première conscience de la photo. Je sais pas si c'est lié à mon travail actuel encore, mais il y avait ce truc de mettre des choses dans des conditions qui sont pas forcément évidentes. Je pense que maintenant, dans mon travail actuel, je suis quand même je recherche beaucoup plus l'accident. En tout cas, j'accepte énormément. Là, c'était une photo qui n'avait rien à voir avec l'accident. Pour le coup, c'est vraiment... c'est travaillé, c'est construit, c'est maîtrisé, mais c'est magnifique. En fait, c'est ça qui... Cette photo, c'était un moteur. Je voyais la texture, le froid du métal. C'était sur papier brillant. Je trouvais ça... C'était vraiment un moteur qui pose, quoi. C'est compliqué de rechercher l'accident, en fait. On peut lui emmener les conditions d'un accident, mais en fait, vouloir le déclencher, souvent, c'est dévoiler l'accident, et c'est grossier. On voit la ficelle, on voit le... En fait, c'est très, très, très décevant. Ça se crée pas un accident. Il arrive, et il y a juste simplement à être prêt, à se sentir quand il peut arriver, mais c'est ce qu'il y a de plus dur. Sinon, on s'amuserait tout le temps, on aurait une machine à accident et on regarderait, on ferait plein de photos, et au bout d'un moment, il y aura un accident intéressant, et bingo. Mais
C'est jouer à l'accident, c'est souvent dangereux. Mon travail il va être un peu centré sur le documentaire en premier. J'ai beaucoup commencé en créant les scènes, chose que je fais de moins en moins, mais qui, je pense, est ultra important. C'était le chemin pour arriver jusque-là et pour continuer à aller un peu plus loin. Mais j'ai de la photographie couleur. On me parle souvent de mes couleurs, mais je suis pas sûr que je veuille spécialement shooter en couleur. C'est juste que voilà, ça me paraît évident, neutre, de shooter en couleur. J'aimerais bien shooter en noir et blanc, mais je crois que je comprends pas encore assez le noir et blanc. Beaucoup d'humains, c'est important. Ça passe énormément via la commande du portrait. Je cherche surtout pas à être formalisé dans une case, même si ça marche en fait d'une certaine manière, parce qu'on te reconnaît plus vite, mais c'est un petit piège des fois où tu t'enfermes dans ton propre jeu et c'est dur d'en sortir parce que tes envies changent et faut pas que tu te frustres dans ta photographie. Donc j'essaye tout le temps de, quand il y a un truc qui fonctionne, qui marche, essayer de le détruire, en tout cas enlever des couches d'outils. Ça, c'est important et que ça s'applique autant au portrait, au documentaire ou à la mode. Et puis utiliser d'ailleurs les trois qui vont dans des directions un peu différentes parce que tu peux pas penser ces trois techniques de photo. C'est pas des techniques, mais trois envies de photographie de la même manière et pouvoir en plus les alimenter l'une avec l'autre en disant tiens, il y a quelque chose que j'ai aimé là-dedans, mais en fait si je le fous dans le documentaire, ça va foutre le bordel, mais pourquoi pas voir comment ça fonctionne et vice versa. En fait, j'ai mis très longtemps à avoir conscience qu'il y ait une histoire de la photographie, qu'il y ait des mouvements de la photographie, des écoles, des choses comme ça. Pour moi, il y avait la photographie, c'était un grand terme, une grande chose, et j'ai commencé à pratiquer en étant sûr de ça, tu vois. Quand j'arrive à Paris, ouais, je sais qu'il y a possiblement des expos, il y a possiblement des choses à aller voir, mais je sais pas comment ça marche. Le premier truc que je fais vraiment et qui va devenir peut-être une influence, c'est je vais dans une librairie et j'achète un bouquin qui coûte l'argent que j'ai, qui devait être 20 balles, 25 balles, un truc comme ça. J'hallucinais sur le prix des livres photos, tu vois, j'avais pas conscience de ça. Je disais, putain, 50 balles pour un livre photo, c'est trop cher. Et c'est un livre d'occasion, et c'est un super livre en vrai, et je fais la meilleure affaire que j'ai faite depuis longtemps, mais j'achète Streetwork de Lorca di Corsia. Pour 20 balles, il me semble, il est signé et je sais pas qui est Lorca di Corsia, mais je trouve ça magnifique. C'est tout son travail dans des rues avec des personnages. Et il y a un truc en plus qui me choque, c'est que il y a une photo qui est prise au Grand Magasin devant les Galeries Lafayette, qui est un endroit quand tu arrives à Paris où tu traînes pas beaucoup parce qu'il y a pas de bar, il y a pas d'amusement. À part si tu veux faire des courses de Noël et tu fais pas de courses de Noël quand t'es étudiant. T'as rien à y faire et il y a une photo qui est prise là-bas et qui est magnifique et je me dis ok, en fait il y a possibilité d'apporter un regard sur une réalité qui est intéressant, qui est fort sans qu'elle soit évidente et là il y a un jeu en fait d'aller creuser, d'aller chercher ça, tu vois, c'est un peu, il y a un effort à faire, il y a une projection et je trouve ça mortel et ça doit être un bouquin de 60 pages, trop bien, c'est mon premier bouquin, après je mets longtemps avant d'en racheter un autre mais ça, c'est une première influence qui, du coup, va aller être faite avec un peu la mise en scène, parce que Lorca di Corsia, c'est énormément de mise en scène, avec me tenter de pas reproduire, mais voilà, j'ai pas énormément d'inspiration, vu que c'est le seul bouquin que j'ai, de me dire, ok, essaye de faire ça aussi, mais à ta manière, à ce moment-là. Après, je découvre plein d'autres choses. T'as Paul Graham, Jeff Wall, Eggleston, des grands classiques de la photographie, mais voilà, j'achète petit à petit des livres. Je mets longtemps encore avant de voir des expos, des vraies photos, mais c'est par des petits bouquins comme ça que j'essaye d'acheter. Ouais, en photo, c'est ça un peu les premières influences. Après, ça évolue tout le temps. Au début, j'ai pas vraiment conscience qu'il faut retenir les noms, parce que j'ai pas l'impression que c'est un... Voilà, je sais qu'il faut avoir un peu de bagage technique pour pas faire d'erreur quand tu shootes, mais j'ai pas l'impression que la culture va rentrer dans une création. Et ça, je mets longtemps à retenir les noms. Ouais.
En vrai, je pense pas avoir vraiment un rapport spécial avec la couleur. C'est comme je disais, je vois comme tout le monde en couleur. Après, j'ai peut-être une déformation, mais oui, je crois que j'ai plutôt des images avec des couleurs un peu plus vibrantes que la normale, plus présentes. Je sais pas s'il y a de la saturation, mais voilà, un peu de densité de couleur. La couleur, oui, c'est ce que je vois, quoi. C'est ce que tout le monde voit. Je pense que même je sais pas si c'est juste scientifiquement, mais la lumière, ça veut trop rien dire. Par contre, la couleur, ça veut dire quelque chose au niveau de l'œil. Tu vois, on voit que des couleurs ou plus ou moins intenses. Je sais pas si on doit tout le temps comparer la couleur au noir et blanc, mais le noir et blanc, si je te disais que j'arrive pas bien à comprendre, c'est que c'est une interprétation de la couleur, en fait. C'est rien d'autre. On a l'impression que la couleur, c'est en plus du noir et blanc. Pour moi, le noir et blanc, c'est encore en plus. C'est une fiction de la couleur. Souvent, je m'arrête sur des couleurs. Ouais, je fais pas forcément attention, mais ça va être des choses comme ça, des teintes, des choses. Après, j'ai l'impression d'être neutre, mais je pense pas être neutre en couleur. J'ai l'impression d'être tout le temps un peu plus froid que la réalité, ce qui fait que les couleurs chaudes vont sortir un peu plus, vont plus se détacher. Il y a peut-être un effet de contraste, de choses comme ça. Alors la photographie en argentique, je fais ça depuis le début. C'est pas. En fait, si, je pense que je dois avoir un appareil numérique au tout début, mais que je vais pas longtemps utiliser. Parce qu'en fait, ça me plaît pas énormément de toucher l'image de cette manière. Et je vais très vite passer au grand format, à la chambre. Chose que je vais quitter pendant très longtemps, tout ça. Mais voilà, je fais de la chambre grand format et les couleurs, j'ai l'impression que du coup, je vais être dominé par les couleurs parce que elles existent réellement, elles sont dans l'émulsion et que du coup, je suis pas assez bon, je suis pas assez fort, je suis pas assez juste pour décider des couleurs et le fait qu'il y ait un système qui soit de la chimie, qui soit un système industriel, mais qui soit normalisé et qui me retranscrive des couleurs et qui vont être présentes comme ça, que je choisisse ou non. Ça m'a énormément plu en fait. Mais bon, tu finis comme en numérique par essayer de toute façon toucher aux couleurs et les bidouiller, tu vois. Mais en tout cas, elles ont déjà une direction naturelle et concrète qui sont techniques et chimiques. J'ai pas l'impression d'expérimenter en vrai. J'expérimente, on pourrait reparler de l'accident, des choses comme ça que j'aimerais voir se produire dans les photos et voir ce qu'on peut en tirer. Mais l'expérimentation technique, je l'ai jamais trop faite, même si je trouve ça ultra intéressant. J'ai l'impression que ça peut ouvrir des voies, d'autres manières d'utiliser les outils, comment tu peux conditionner à shooter des réalités, des choses comme ça, mais l'expérimentation pure, ça m'a jamais vraiment intéressé. Même j'ai mon labo, je fais toute la photographie argentique en labo. Des fois, j'essaye des trucs au labo et en fait, ça m'amuse pas très longtemps, tu vois, essayer de foutre des trucs dans la chimie ou essayer de torturer le papier, mais en fait, j'aime bien le fait que s'il y a un truc, une expérimentation qui doit arriver, c'est pas moi qui la provoque vraiment, tu vois. C'est dur faut de la méthodologie énormément quand dans l'expérimentation et en fait je pense que je suis plus instinctif en photographie pour avoir ce genre de méthodologie et de me dire ok, je vais reproduire un processus, c'était très intéressant, comment la prochaine fois je peux l'améliorer. C'est cool, t'apprends des choses en essayant des processus, mais je peux pas tout le temps l'appliquer. J'ai toujours eu l'impression qu'il fallait déjà je suis bricoleur donc ça m'a toujours plu. Moi, il fallait que je fasse mon labo parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Je savais pas comment de toute façon tirer les photos à ce moment-là. Oui, je pouvais passer par un tireur, mais j'ai l'impression que ça me concernait pas, que c'était pour d'autres types de photographes, je sais pas. Et en fait, j'ai fait mon labo pour tirer mes images. Et c'était beaucoup plus simple en fait. J'ai des photos, je veux des tirages. Bah vas-y, c'est pas bien compliqué. C'est de la photographie inversée un peu. Je dois pouvoir le faire et c'est bien quoi. Alors, surtout la photographie couleur qui demande forcément un peu de compétences sur les spectres colorimétriques, les choses comme ça, mais qui ne demande pas non plus. Ça te demande plus de matériel que de compétences en vrai. Après, bien sûr, il y a des très très bons tireurs et des très mauvais, mais si tu veux déjà en fait pouvoir tirer tes images et comprendre et voir, surtout tu peux avoir des sensations de
ton image directe, c'est pas quelqu'un qui va te la livrer, voilà, ça sort tout seul, c'est génial. C'était à la fois du kiff et à la fois une évidence pratique, faire son labo pour pouvoir tirer ses photos. Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine. C'est toujours l'été, cela se produit à chaque fois. Pour ta part, tu parcours un petit circuit. Maison, pré, sous-bois, collines, enfance. C'est peut-être toujours à l'heure de la sieste et des cigales à tue-tête. Il fait chaud, l'ennui n'est pas une sensation que tu connais vraiment, tu es trop jeune. Ton grand-père roupille vaguement devant le poste. Les volets sont entrebâillés sur le soleil qui tape, la pénombre elle-même est lumineuse. Comme tu es très jeune, tu as tout oublié de l'hiver, de l'école, de la sensation de porter un cartable ou un pantalon. Ton présent s'étale en une longue après-midi de vacances, c'est le Tour de France, et cela dure des heures, comme les journées d'été. C'est un texte de Fanny Taillandier, du coup, incroyable, que je suis très très fier. C'est bizarre de dire ça, mais c'est un des trucs dont je suis le plus fier dans le bouquin, mais c'est le texte de Fanny, que je trouve magnifique et qui parcourt en fait le bouquin en quatre endroits différents. Et le bouquin s'appelle Tour. Place au Tour de France, c'est l'avant-dernière étape contre la montre à Vassivière, autour du lac de Vassivière en Haute-Vienne. C'est là que j'espère y retrouver immédiatement Robert Chapat, Jean-Paul Olivier, Jacques Anquetil. La jeunesse de Tours, en fait, ça germait par plusieurs choses. Premièrement, je commence à m'intéresser depuis quelques années au Tour de France, à la compétition, à ce truc qui se passe tous les étés, mais qui est sur la télé, en fait. Je pense qu'aussi, à côté, je commence à m'intéresser à des sports un peu plus d'endurance, avec de la longueur, avec un effort plus diffus et un peu plus mental. Et je trouve un truc intéressant dans le Tour de France, alors que ça a toujours été un peu comme tout le monde présent dans nos vies, quoi. Un moment dans l'été, c'est sur une télé, ça passe, mais on le regarde pas vraiment. Et là, je trouve ça assez fou. Je regarde pas mal de sports à la télé. Il y en a beaucoup que je trouve pas très intéressants à la télé. Et le Tour de France, c'est incroyable. On est tout le temps embarqué dedans, dans l'effort. On circule à la même vitesse que les cyclistes. Il y a des plans de caméra de moto, d'hélicoptères. C'est long, ça dure 3 semaines. C'est 3 semaines d'effort, de lutte. C'est très beau. Moi, je trouve qu'il y a quasiment rien de plus beau à la télé que spécialement le Tour de France, parce que la prod elle est folle en fait. C'est le gros événement sportif avec la Coupe du Monde et en fait il y a beaucoup de moyens pour le faire et ça commence à prendre sens avec tous ces changements de plan de caméra, des trucs comme ça. Et puis surtout il y a une longueur. Ça dure, c'est des étapes, ça dure entre 6 heures et 4 heures on va dire. Et il se passe un peu rien, il se passe plein de choses. En fait, tu peux attendre 4 heures pour que t'aies 10 secondes incroyables et des fois tu les as même pas en fait. C'est cool, je commence à aimer. Et à côté de ça, il y a un autre aspect du Tour de France que je commence à trouver ultra intéressant, c'est le territoire qui est la chose, c'est la matrice du Tour de France, c'est le support en fait. Il y a pas de Tour de France sans territoire, sans la France. C'est le terrain, c'est le décor, c'est l'acteur principal. Tout se passe avec ça. Tu l'enlèves, t'as juste des vélos dans le vide qui tournent et personne n'a envie de voir ça. Et moi en plus, je pense que ça me touche un peu aussi parce que en venant du Berry, en venant de Bourges, en fait, j'aime pas spécialement ma région. Je la trouve pas très intéressante. Je sais pas que je la rejette, mais je comprends pas. Je trouve qu'il lui manque plein de choses et voilà, je vois pas en quoi on peut aimer forcément ça. Et le Tour de France, en fait, il passe jamais dans le Berry. En fait, il passe 200 bornes au-dessus à Paris, il arrive toujours là-bas, il passe des fois 200 bornes en dessous. Dans le massif central, parce qu'il y a du relief, il passe sur les côtés, dans les Alpes, les Pyrénées, il va longer les côtes pour aller choper du vent, il va aller dans le nord pour l'histoire et les pavés, mais en fait il passe jamais dans le Berry et en me sentant un peu exclu de ça, je trouve que voilà, il est intéressant le Tour, comme moi il aime pas d'où je viens et j'ai envie de commencer à m'intéresser un peu à ce truc-là que je trouve en plus très rapidement. Il y a une dimension que je connais pas au début, qui en fait c'est pas qu'un truc français, le Tour de France, c'est international, c'est mondial, c'est le territoire le plus diffusé, c'est
c'est une espèce de méta-carte postale universelle du XXIe siècle sur un territoire qui montre en fait des routes, des bords de routes, des paysages que même les Français en vrai, en dehors du Tour de France, ils vont pas forcément aller voir. Où il y a un récit, une action qui se passe tous les ans et ça je trouve ça incroyable. Je me renseigne un peu, je me rends compte qu'il y a 2,3 milliards en moyenne de téléspectateurs cumulés sur les 3 semaines. Ce qu'en fait, on le compare souvent mais au JO et à la Coupe du Monde, mais en fait les JO et la Coupe du Monde sont tous les 4 ans, le Tour de France c'est tous les ans et ça en fait l'événement humain le plus observé par l'homme sur lui-même, quoi. Et je trouve ça dingue en fait que ça soit vraiment du territoire, quoi. Tu vas avoir vraiment le temps de quelques secondes sur un rond-point ou sur un chemin communal derrière une église d'un bled pourri. Beaucoup plus de personnes qui vont le traverser via le regard France Télévisions, en fait le faisceau de diffusion du programmateur, du producteur du Tour de France, France Télévisions. Plus de gens qui vont traverser cette route qu'il y en a eu peut-être en 200 ans, mais de personnes physiques. Et je me dis, ok, il y a un truc incroyable en fait. C'est faux et c'est vrai à la fois. Et surtout, personne parcourt du territoire en même temps, en synchro. Autant, et je trouve ça très puissant, mais j'arrive pas à le traiter au début parce qu'en fait il y a un truc qui prend de la place, c'est la compétition. En plus le Tour de France ça a déjà été fait en photo, mais la meilleure des manières. T'as Ruud Gruijert qui a fait des photos dans les années 80 du Tour de France qui sont genre juste incroyables. T'as tout plein de photographes qui sont attaqués à ça, mais en fait qui suivent le Tour de France, qui sont à la vitesse du Tour de France, qui vont shooter les cyclistes ou les bords de route, les caravanes publicitaires. Mais en fait, moi, c'est pas ça que je veux et je sais pas comment faire, comment enlever tout ça, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui va m'intéresser derrière, mais j'ai pas forcément un sujet précis en tête. C'est une idée, une envie qui est là, présente depuis un petit moment, mais 2020 arrive la crise sanitaire. Très vite, il va se passer... je pense pas au Tour de France en premier, mais ouais, il y a l'Euro. L'UEFA annonce que l'Euro est décalé en 2021. Eux, ils peuvent la décaler, l'Euro, parce qu'en fait, c'est tous les 4 ans et qu'ils ont l'espace pour le décaler. Mais là, je me dis qu'en fait, il y a un problème avec le Tour de France, c'est que c'est tous les ans. Donc, en fait, ils le décaleront pas d'une année. Et il y a un point précis qui m'intéresse, c'est que le Tour de France annonce les parcours tous les ans en décembre pour l'année suivante. Donc, en fait, le Tour de France 2020, il existe déjà en tracé. Ils ont présenté ça, c'est une cérémonie, c'est la cérémonie la plus importante après, en dehors du Tour de France, c'est la présentation du tracé. Et donc, il y a un Tour de France qui existe et je me mets en idée, un peu en pari, qu'en fait, il y a une autre partie du Tour de France qui va pas exister. Voilà, c'est la compétition. Et je trouve du coup, ça me libère un espace ultra intéressant de territoire sans que je sois confronté à traiter, voilà, des coureurs ou d'autres choses. Et en fait, même les coureurs deviennent presque une fiction parce qu'il y a une absence. Ça devient une course fantôme en fait. Et je peux aller sur les traces d'une course qui va jamais avoir lieu. Et j'aurais tort au final parce qu'en fait, ils vont être malins et ils vont la mettre fin septembre. Chose que je sais pas au moment où je lance le projet, mais qui en fait, de toute façon pour moi, je m'en fous un petit peu parce que j'ai déjà lancé le truc et j'ai déjà le temps et l'espace pour pouvoir m'intéresser en fait à ce tracé du Tour de France 2020. J'ai pas du tout envie de faire un road trip et je trouve que c'est en fait l'antithèse du road trip parce qu'en fait c'est pas moi qui décide où je vais. C'est voilà, il y a déjà une histoire qui est écrite, une histoire de territoire, en tout cas un chemin de territoire qui est écrit. Et si c'est beau à gauche et que je dois aller à droite, je vais à droite. Et je trouve ça c'est très intéressant parce que c'est comme si à chaque intersection il y avait un jet de dés et on me disait en fait c'est là que ça va se passer. Donc moi ça me permet aussi de pas avoir faire de choix sur le territoire parce que je sais pas si quel choix je ferais, pourquoi, je vois pas pourquoi il serait intéressant, mais là il y a le tracé de comme je te disais, cette fiction en fait. Et moi non, j'ai découvert la France en vrai, il y a pas de
La France, c'est fait par des routes, c'est fait par les chemins, c'est ce qui crée un peu le territoire, c'est comment tu l'agences, les hommes les uns avec les autres, et en fait, en dehors de la communication, après, il y a le déplacement, et les routes, c'est très important, mais maintenant, il y a un nouveau réseau routier, il y a le ferroviaire, il y a l'aérien, mais il y a quand même une France un peu spéciale, qui est la France routière. Non, il y a beaucoup de vide en France et dans le bouquin, mais en fait, quand il y a du vide, je trouve qu'il y a des fois encore plus d'informations. Elle est peut-être plus légère, plus diffuse à lire, mais elle est encore plus présente, et c'est ça qui m'intéressait. Là, en ce moment, je lis un bouquin que m'a filé un libraire à qui j'avais déposé Tours, et je suis repassé 2 semaines après, et il m'a filé un bouquin, il me l'a mis dans les mains, c'était plutôt gentil. Un bouquin de John Birkenhoff Jackson, je crois. Et c'est un bouquin sur une notion que je connaissais pas du tout, qui est en fait le paysage vernaculaire, qui décrit un peu le décor, le paysage, le lien très lent et la modification très lente du paysage par rapport à l'homme et son habitude, l'habitat et la cohabitation entre lui et ce qu'il voit, le paysage, qui est un peu des notions que je pense ont été importantes dans Tours sans que je les connaisse à ce moment-là. Mon rapport au fictionnel, à la mise en scène, je le disais, mais ça a été important, je pense, au début de ma photographie. Ça l'est de moins en moins parce que j'essaye justement de pas mettre en scène, mais de conditionner au réel un peu, de créer la situation qui va amener en fait les choses à se passer comme elles auraient dû se passer, mais si le seul élément qui va changer, c'est qu'en fait je vais être là. En mode, ça a été encore plus intéressant parce qu'en mode, t'as une surcommande en fait. Tu dois pas juste prendre les photos, tu dois aussi servir quelque chose dont en vrai on a un peu rien à foutre souvent, les photographes de mode, quoi. Je me considère pas comme un photographe de mode, mais voilà, on fait sûrement j'espère, de la photographie de mode pour d'autres raisons que faire marcher la machine à tissu, quoi, en fait. Mais y a d'autres enjeux, il y a d'autres trucs plus marrants à faire, et tu parlais du projet Plus belle la vie, mais le projet Plus belle la vie, pour moi, il était parfait parce qu'il traitait encore d'un truc beaucoup plus large que la mode. En fait, je me rends compte très vite que, à côté de la photographie, mais genre des trucs tout bêtes, mais ma grand-mère un jour, je suis chez elle, elle regarde Plus belle la vie, et elle veut m'acheter des fringues parce que je dois être adolescent. Non, je suis un peu plus qu'adolescent, mais voilà. Et elle me dit, il t'irait pas bien, peut-être t'aimerais pas un pull comme ça. Et en fait, c'est un personnage de Plus belle la vie, et je me dis que Plus belle la vie, c'est voilà, la mode dans Plus belle la vie, elle existe dans la vraie vie. Et des années plus tard, en fait, avec Mouvement, il y a un article qui se crée sur Plus belle la vie, et je découvre encore des choses bien plus puissantes. C'est que Plus belle la vie, c'est dans la vie française, c'est un précurseur sur plein de points, en fait. C'est la première émission où il y a des homos qui s'embrassent à la télé, où il y a le sida, Plus belle la vie, quand il y a une élection présidentielle, le lendemain de l'élection présidentielle, il y a le nouveau président qui est le vrai président de la France qui est élu dedans. Quand c'est les premiers, et c'est les premiers pas à une semaine, à des mois, non, c'est le lendemain des attentats du 13 novembre. Plus belle la vie, il traite des attentats du 13 novembre, et en fait, il y a un truc qui se confond, Plus belle la vie et la réalité française. Je me dis, en fait, on a possiblement, via article qu'on est en train de faire, des touches pour pouvoir proposer quelque chose d'autre à Plus belle la vie, qui va être en fait essayer de confronter la mode avec cette chose qui est une représentation de la France, en fait, qui se joue tous les jours. Il faut savoir que les scénaristes de Plus belle la vie, ils vont perdre leur boulot bientôt parce que je crois que c'est la fin dans quelques semaines, mais c'est les scénaristes les plus puissants en France. C'est les gens qui ont en fait, ils écrivent en continu. C'est tous les jours, c'est en flux tendu, et si demain ils veulent faire mourir un personnage, la prod et France Télévisions ne leur empêchera jamais de mourir un personnage. Et ça m'intéresse, et de me dire, en fait, vas-y, emmène une styliste, les locaux les décors de Plus belle la vie existent vraiment. C'est dans la Belle de Mai, c'est dans des hangars où ils reproduisent en fait le vrai Marseille. Mais en fait, c'est un faux vrai Marseille, comme Plus belle la vie, un faux documentaire de la France. Voilà, je me dis, essaye d'insérer de la mode là-dedans et voir comment ça mouline et qu'est-ce qu'il en ressort. En fait, c'est un plus
pour moi, à ce moment-là, une expérimentation de me dire, j'ai pas d'image exactement en tête. Mais voilà, on connaît les magazines de mode, on sait comment ça marche, on raconte souvent des histoires, mais là, en fait, je raconte une histoire, mais c'est déjà une histoire d'une histoire qui se raconte et la mode existe là-dedans parce qu'en fait, c'est la mode de tous les jours. Et si en fait, on met des crédits de marque dedans, comment ça mouline? Qu'est-ce qu'il en résulte? Est-ce que c'est à la fin, est-ce que je vais vraiment avoir une série mode? Ou je vais avoir un autre truc, un peu un documentaire ou un produit complètement fictionnel et même encore quand je regarde les photos, j'ai l'impression qu'il y a un peu de tout ça, mais c'est des projets qui m'intéressent énormément. Vous écoutez Vision, suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos. Donc Mouvement, c'est une revue sur la création contemporaine qui existe depuis 1993 et qui se termine en 2014. Début 2014. À ce moment-là, avec Jean Roch, qui est toujours mon pote et avec qui je suis plus en coloc avec lui, mais voilà, on est toujours très proches. On a fait de la presse ensemble avec Vox Pop. On est très bons amis. Lui, il est en stage là-bas. Il voit le magazine mourir et on aime bien la presse et il me propose avec Ainoa, avec Charlie, de remonter Mouvement dans la foulée, de racheter le titre et de relancer ça. Donc ouais, c'était en 2014, ça va faire 8 ans. Et moi, j'ai eu un rôle tout autour de l'image, de directeur de la photo, d'aider à la créa et un peu à la DA et de voir... Moi, le projet, je le trouvais mortel dès le début parce qu'en fait, j'y connaissais un peu rien en images de théâtre, en images d'art vivant, de choses comme ça. Et on aime beaucoup la presse, mais en fait, j'avais pas forcément envie de faire un magazine de mode ou un magazine de documentaire, de société, de choses comme ça. Sûrement parce que je vais être trop influencé par... je vais sûrement reproduire ou des choses comme ça. Et puis, j'avais pas envie forcément d'entreprendre tout seul la création d'un magazine. Et quand on monte là-dessus, c'est mortel. C'est une très bonne aventure. On doit faire un numéro tous les 2 mois, donc on apprend très vite le temps du bouclage et des choses comme ça, mais ça permet aussi du coup de produire de l'image sans que j'en sois l'auteur, de collaborer avec des gens dont j'aime beaucoup l'écriture, de proposer des choses, du coup aussi de devoir manger de la photographie à l'extérieur pour d'autres raisons, pour voir qu'est-ce qui se fait, est-ce que ça serait intéressant. On essaye très vite de mettre... on connaît pas de photographe de danse ou de théâtre ou de choses comme ça, mais donc du coup faut emmener des photographes qui n'ont pas forcément l'habitude de faire ça sur ça, et même si on n'a jamais d'image de représentation, mais voilà, on est beaucoup sur le portrait, maintenant sur le long cours de société, de choses comme ça. On parle beaucoup maintenant d'autres choses que de l'art vivant, ça c'est sûr. On va parler de la société, des conflits dans la société, des problèmes de société. Ça va être une grosse part maintenant de Mouvement. Tu vois les dessous et le résultat aussi, sans que tu en sois l'auteur, comme je te disais. Donc tu fais bosser des photographes que t'aimes beaucoup, tu donnes les contraintes. En fait, c'est pas toi qui les fabriques, mais tu délivres les contraintes qui vont être un temps, un lieu, une personne, un nombre de pages, et tu vois comment il s'en sort. Donc des fois, oui, tu peux t'en nourrir parce que tu te dis d'accord. Souvent, j'ai l'impression que tout le monde s'en sort beaucoup mieux que moi, et c'est pas forcément de l'inspiration, mais c'est au moins enlever un peu de brouillard sur en fait, tu peux pas faire ça parce que t'as pas les conditions, les trucs comme ça, et tu vois des gens y arriver et tu te dis ok, c'est mortel. Quand tu vois le résultat dans un magazine, quand tu ouvres un magazine, tu vois pas quelles ont été les contraintes avant ça, tu vois. Tu vois les photos, le résultat, t'as 4 images sur 6 pages et tu dis ouais, c'est très beau, mais tu sais pas si la personne a eu 3 heures, si elle a eu 3 minutes, si la personne était chiante en face et si elle a un attaché de presse complètement relou. Et vu que dans Mouvement je le sais, ben en fait ça me montre que tu peux t'en sortir en presse de plein de manières différentes. Ça c'est intéressant. Le temps, c'est la première des contraintes en photo. T'as le temps en commande. En photo de presse, t'as jamais... c'est très frustrant. Tu luttes tout le temps parce que
Parce que en fait, la séance elle se termine et tu sais que tu aurais pu mieux faire souvent avec du temps plus que des moyens. Donc voilà, t'es brusque quand c'est du portrait. Le fait que t'es souvent 20 minutes, ça t'oblige à être un peu dur sur la personne ou du coup d'être trop passif ou t'effacer et de pas rentrer un peu juste dans la communication, dans un truc un peu plus intime. Donc en presse, c'est apprendre à le gérer, mais de toute façon, t'es toujours frustré avec ça, quoi. En tout cas, moi, je suis toujours frustré avec ça. Et après, en travail perso, c'est presque l'inverse, en fait. Il y a des choses, il y a des fois, t'as des envies, des sensations qu'il y a des choses qui marchent, qui doivent être prises en photo, et en fait, c'est pas le moment parce que faut que tu reviennes ou il y a des questions de lumière, de moyens, de trucs et en fait quand tu reviens tu sais avant de partir que si tu reviens ce sera pas pareil et là c'est un peu le temps en travail perso, moi je trouve compliqué aussi. C'est là où Tours, moi en fait c'est ce que j'ai aimé aussi, c'est que je me disais il y avait un laps c'était en fait tu peux que j'avais pas envie qu'il y ait un autre truc qui se réécrive derrière qui était en fait l'édition de l'année d'après et ça m'obligeait en fait à shooter maintenant et il y a eu un autre truc un peu pervers en plus, c'est au début je me suis dit vas-y tu pars donc je pars en Twingo faire Tours, je dors dedans, c'est des longs mois en Twingo en fait à me péter le dos dans une dans une Twingo mais au début je me dis vas-y ça peut être au début je veux pas du tout faire un bouquin mais je me dis faut que je shoote ça, faut que j'essaye de voir, d'expérimenter un peu ça et j'ai conscience que voilà il y a cette course fiction mais encore qui a d'une certaine manière la réalité, mais cette course fiction en fait elle a vraiment lieu sur cette route et j'ai l'impression très vite de me faire dépasser par cette fiction en fait. J'arrive pas à boucler une étape en une journée et comme si je deviens lanterne rouge un peu de ce truc qui n'a pas lieu, mais et je trouve ça c'est une première difficulté que je trouve dans ce projet, c'est mince en fait je suis plus lent que des mecs à vélo qui sont même pas là, ça va être compliqué, je pense que je pars juste pour quelques jours faire ce truc là et je suis en bagnole et forcément ils sont en vélo, ça va être plus rapide pour moi mais je sais pas si ça va être intéressant ou pas et en fait je me retrouve ça dure des mois et j'avais pas du tout prévu ça, donc oui le rapport au temps en fait c'est tout le temps un peu une lutte, tu peux pas être préparé à le gérer. Je vois pas d'immenses bouleversements dans la pratique, dans l'immédiat, mais il y a des choses qui, je pense, vont s'intégrer, qui vont changer beaucoup la donne, mais je vois l'intelligence artificielle et en fait j'ai vu un truc semaine dernière sur je sais plus qui, je crois que c'est Loïc Réchy, je pense que c'est pas intéressant qu'on parle de ça parce que c'est pas un photographe et c'est mais qui avait posté des visages en fait un espèce de trombinoscope de visages et il disait que la moitié de ces visages étaient complètement faux et inventés par une intelligence artificielle qui avec une base de données te fabrique des visages et en fait il était impossible, il donnait le résultat derrière mais il était impossible de découvrir quels étaient les vrais ou les faux visages et je me dis que non on n'aura pas forcément un deuxième numérique comme ça a pu arriver dans le début 2000 où ça a révolutionné un peu le truc et on nous a vendu une autre manière de consommer de la photo ou de la pratiquer, mais voilà je me dis que dans la plus grande partie des photos il y a de l'humain. Dans la photo dans la rue, il y a de l'humain. Dans les photos dans un magazine, il y a de l'humain. Il y a le paysage ou des choses comme ça, mais en vrai, il y a de la nature morte. Mais en vrai, c'est plutôt minoritaire comme type de photographie. Et je pense que il y a des gens qui vont pas s'empêcher d'utiliser les nouvelles techniques pour en fait fabriquer des visages et qu'on n'aura plus forcément besoin d'humains, qu'on va se libérer un peu du droit d'auteur, en tout cas du droit à l'image sur ce genre de truc. La photographie publicitaire, j'imagine qu'au bout d'un moment, à part des égéries ou des stars, on va plus s'embêter à shooter des gens et leur donner de l'argent, ce qui va être très malheureux pour une certaine économie, hein. Et puis même pour la pratique, c'est quand même beaucoup plus marrant de shooter des humains, mais j'imagine que on va vers ça, forcément. Je vois pas comment on pourrait contourner. De toute façon,
On voulait pas forcément de beaucoup d'algorithmes qui décident comment on montre des photos ou comment on les consomme, et en fait ça arrive quand même. Je pense que personne n'a voté pour ça, et c'est là, donc ça va s'intégrer doucement un peu plus, mais je serais pas surpris que dans quelques années, quand on a des travails commerciaux, on nous dise on va shooter telle personne, mais vous inquiétez pas, ce sera pas son visage, on va intégrer un visage complètement inexistant qui appartient à personne. Merci d'avoir écouté Vision. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et votre avis. Ça nous aide beaucoup. À bientôt.